Bonjour, bienvenue à ce promenade virtuelle à Wrightstown en 1830. Je suis Rick Henderson et je serai votre guide. Pendant plusieurs années, j'ai utilisé des cartes et des tableaux pour me faire une idée de ce que devait être Wrightstown à ses débuts. Fondée en 1800 par mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, Philemon Wright, elle a été le premier établissement colonial permanent de la vallée de l'Outaouais. De nombreuses personnes, et même quelques historiens ont mentionné à quel point il serait formidable d'être transporté dans le temps pour faire une promenade dans Wrightstown en 1830. Les tableaux donnent une idée, mais la plupart aimeraient avoir la chance d'y être réellement. J'ai donc décidé d'essayer de rassembler toutes mes recherches et de mettre à profit les compétences rouillées en matière de scénographie de théâtre pour créer cette promenade virtuelle à travers Wrightstown. Pour donner une perspective historique, 1830 est l'année où Philemon, âgé de 70 ans, a dû laisser sa femme bien-aimée, Abigail, reposer éternellement. Leur fils aîné, Philemon Jr., avait construit tout ce que vous trouvez à Wrightstown avec son père, mais il était également décédé 9 ans auparavant. Ainsi, le vieux squire, comme on l'appelait alors, se retirait des affaires et remettait l'entreprise familiale de Philemon Wright & Sons entre les mains de ses 3 autres fils. Avant de commencer notre promenade dans le village, depuis le pont Union, commençons par un survol virtuel du village. Nous commençons notre promenade sur le pont Union, achevé seulement 2 ans auparavant, en 1828. Il a été conçu et nommé par John McTaggart, commis aux travaux du canal Rideau, mais nous le connaissons aujourd'hui sous le nom de pont des Chaudières. En dessous de nous se trouve la grande rivière appelée Kichi-Zibi et juste au-dessus du pont se trouvent les chutes nommées Akikojiwan, ce qui se traduit du langage Anishinaabe par la chaudière bouillante. Ce pont, qui a été le premier à traverser la rivière des Outaouais, est nommé Union parce que peu de temps après, le Haut et le Bas-Canada sera réunis. Philemon Wright & Sons a joué un rôle majeur dans sa construction. En fait, cette arche de maçonnerie a été construite par Philemon Wright pour remplacer la première arche construite par Thomas Mackay qui s'est effondrée. Le pont était une première étape nécessaire à la construction du canal Rideau, car Wrightstown devait être le centre d'approvisionnement et la zone de rassemblement du Colonel By et de ses Royal Engineers. En 1830, le canal était à peine à mi-chemin de son achèvement. Plus de 20 ans auparavant, en 1806, Philemon Wright a construit et fait flotter le premier train de pain écarré sur la rivière des Outaouais jusqu'à Québec, ce qui a marqué le début de l'industrie du bois dans la vallée de l'Outaouais. Juste ici, à côté de la route menant au pont, on peut voir l'ingénieux travail de canal et d'excavation effectué par Philemon pour inonder un grand étang afin d'y entreposer les rondins qui seront amenés à sa scierie. Ce canal et cet étang ont créé une nouvelle île qui est devenue connue sous le nom de l'île Philemon. Philemon a également construit un barrage pour que cela se produise et il s'en vante à juste titre dans son rapport de 1824 à l'Assemblée du Bas-Canada. En 1820, j'ai construit un barrage en pierre coûteux pour acheminer l'eau vers les nouveaux moulins. Il mesure 400 mètres de long, 6 mètres de large et 3 mètres de profondeur. Les murs de chaque côté sont construits avec la meilleure et la plus grande pierre de carrière. Toute la pierre est brute sur les côtés avant. L'intérieur des murs est rempli de pierres pilées.
C'est la plus belle pièce de travail en pierre en Amérique du Nord, comme beaucoup le supposent. Certaines des pierres ont nécessité 10 jougs de bœuf pour les tirer sur place. Le coût était d'environ 2000 livres. Ce que nous voyons ici, c'est un rondin de pin équarri pris dans un grand tourbillon au pied des petites chutes de la chaudière. La légende veut que, sous le tourbillon, se trouve une grotte souterraine qui s'étend sur 3 km et se termine près de l'embouchure de la rivière Gatineau. Selon de nombreuses sources, il s'agissait d'un trou sans fond et ce qui entrait n'en sortait jamais. Il semble donc que, pour une très bonne raison, on l'ait toujours appelé le trou du diable. Le village a commencé par la construction de 3 maisons en rondins que nous verrons plus tard, d'une forge et de 3 moulins, une scierie, un moulin à grains et un moulin à chanvre. Bien que Philemon et sa famille aient d'abord vécu à la ferme Gatineau, près de l'étang Columbia, lui et sa femme Abigail avaient toujours prévu de déménager ici près de la chute, à ce qu'il a appelé la ferme Columbia Falls. Dans son rapport, il attribue à son fils Philemon Jr. la tâche de défricher les champs de leur première maison à la ferme Gatineau, de sorte qu'en 1810, il la laisse entre les mains de leur fils aîné. Voici comment Philemon l'a décrite dans son rapport. En 1801, j'ai commencé à défricher le terrain pour ma ferme de Columbia Falls, qui était à l'époque dans son état naturel, pas un seul arbre ou buisson coupé. J'ai également construit une maison en rondins et érigé mes moulins. En 1810, j'ai construit une maison d'habitation et un magasin et j'ai déménagé à cet endroit pour prendre en charge le tout à un coût d'environ 1200 livres. Voici sa maison et son magasin, le premier magasin ici au cœur de Wrightstown. Dépassé la maison et le magasin de Philemon se trouve l'imposant Hôtel Columbia. Encore une fois, je vais laisser Philemon le décrire avec ses propres mots. En 1820, j'ai construit une grande maison appelée l'Hôtel Columbia, de 12 mètres sur 25 mètres avec 4 cheminées et 18 foyers, haute de 3 étages sur la façade. C'est sur une grande échelle, avec 2 belles chambres voûtées et bien finies, peintes et clôturées en avant, avec des sièges et des arbres plantés pour l'hébergement des voyageurs publics. Il m'a coûté environ 2200 livres. John McTaggart a aussi écrit « Le canton de Hull est maintenant devenu une belle station à la mode. Un hôtel splendide a été construit. Les écuries sont bien garnies. Un bateau à vapeur a été mis en marche. Un mode-drapeau et une cloche ont été érigés, tandis qu'un arsenal était rempli de poudre à canon et un magasin richement garni de canons, de mousquets et d'épées. Mais ce n'était pas tout, ni la moitié de tout. On construisait des églises, des chapelles et des écoles, et on rencontrait fréquemment à Hull des prêtres, des chirurgiens, des maîtres d'école et des avocats. En premier, c'était Abigail qui s'est occupée du bien-être spirituel de la population du canton de Hull, en enseignant l'école biblique et en tenant des services dans sa propre maison. Mais en 1823, les habitants du canton décident de construire une véritable église sur un terrain donné par Philemon pour la cause. L'église Saint James est achevée en 1 an. Philemon l'a décrit. Nous avons été principalement employés à la construction d'une église en pierre dans ce village, de 14 mètres sur 21 mètres. La hauteur des murs est de 8 mètres et demi. L'avant, ou l'extrémité sud, est en pierre bien taillée et d'environ 4 mètres et demi de haut. Le clocher a une hauteur de 37 mètres. Le corps de l'église est bien couvert et la charpente est faite du meilleur pain rouge. Cette année, nous avons défriché suffisamment de terre pour porter la quantité à environ 600 acres pour le village et le bénéfice de l'établissement actuel. Dès le début, Philemon ne pouvait compter que sur lui-même pour s'approvisionner, car le village le plus proche était à 200 km. L'une des premières choses qu'il construit sur la ferme Columbia Falls est un four à chaud afin d'avoir des quantités suffisantes de potasse pour les engrais, de mortier pour la construction, de savon et de lait de chaud. En 1830, Philemon et les fils fournissaient la majeure partie du ciment pour le canal Rideau et 8 fours à chaud étaient en activité pour répondre à la demande. Les archives montrent que Philemon & Sons avait acquis une recette pour le ciment romain à cette époque. Et nous regardons donc au tout début de l'industrie du ciment au Canada.
La famille Wright continuera à fabriquer ce qu'elle appelle le Hull Cement à côté de l'île Philemon pendant encore 70 ans. En aval de la rivière, là où se trouve aujourd'hui le Musée d'histoire canadienne, se trouvait le débarcadère des bateaux à vapeur. En 1819, Philemon Jr. s'est associé à Thomas Mears pour construire un bateau à vapeur qui servira à transporter les voyageurs et les marchandises de Grenville à Wrightstown et vice-versa. Le bateau à vapeur Union of the Grand or Ottawa est entré en service en 1823. Il mesurait 38 mètres de long, 7 mètres par le travers et devait avoir un fond plat et un faible tirant d'eau pour pouvoir naviguer sur la rivière des Outaouais, souvent peu profonde. Pour accueillir les voyageurs comme il se doit, les Wright ont construit le King's Hotel et le magasin ici au débarcadère. Le plus grand hôtel Columbia a été construit dans le village et l'hôtel Wright à 6,5 km plus loin sur le chemin Britannia au débarcadère du lac Chaudière, ce qui est aujourd'hui Elmer. Nous voici de retour dans la commune du village, où nous observons la grande maison en pierre de Tiberius Wright, construite en 1819, et la maison en rondin construite pour les ouvriers de la ferme de Columbia Falls en 1813. Tiberius était le deuxième fils de Philemon et Abigail. Après la mort de son frère aîné, Philemon Jr., Tiberius est devenu le partenaire principal de son père dans l'entreprise familiale. D'après l'apparence de sa maison ici, les Wright se débrouillaient très bien. L'histoire montre cependant que l'argent est toujours rare en raison de la nature des affaires qu'il gère dans un village pionnier. En termes de propriété, c'était une famille très riche. En 1818, Ruggles Wright, le troisième fils, s'installe dans la maison de ses parents dans le village et prend en charge le magasin et une grande partie des activités commerciales aux chutes. À cette époque, Philemon a construit son manoir que nous pouvons voir sur la colline au loin. Nous en reparlerons dans un moment. En 1830, Ruggles était marié et sa famille s'était agrandie au point qu'il a fait construire une nouvelle maison, assez semblable à celle de son frère aîné Tiberius. La maison de Ruggles possédait de très grands hangars et des écuries que E.B. Eddy allait reprendre pour sa propre maison. Eddy démolit la maison de Ruggles et construit son Standish Hall dans l'empreinte de la maison de Ruggles. La maison que nous voyons ici est celle de Thomas Brigham et d'Abigail Wright, la troisième fille de Philemon et Abigail. Thomas et Abigail se sont mariés en 1816. On peut donc supposer que la maison a été construite à cette époque. Thomas était très impliqué dans l'entreprise familiale Wright en tant que gendre de confiance. En fait, lorsque Philemon était malade à la fin de ses jours, Thomas a soutenu le vieux squire lorsque ses fils étaient trop occupés pour s'occuper de lui. Pour cela, Thomas Brigham et Abigail ont été richement récompensés dans le testament de Philemon lorsqu'Abigail a hérité de la précieuse ferme Columbia. La clôture en pierre que vous voyez ici se dresse encore aujourd'hui en bordure du parc à l'angle de la rue Montcalm et du boulevard Taché. Nous allons traverser le ruisseau de la Brasserie et nous devons dire un mot au moins sur son nom. On l'appelle le ruisseau de la Brasserie parce que la brasserie et distillerie de Wright ont été construites juste en aval, en 1813, à l'angle sud-est de la ferme Columbia. C'était l'une des premières distilleries de longue durée au Canada, après celle de John Molson à Montréal. Molson était un ami et un associé de Philemon. Nous voici au manoir de Philemon, que lui-même appelait, en plaisantant, la White House ou la Maison Blanche. Philemon a servi dans l'armée du général Washington et était un grand fan. Aussi, après que Washington ait terminé la construction de la Maison Blanche à Washington en 1800, je pense que Philemon a décidé que la sienne serait connue comme la Maison Blanche du Nord. La Maison Blanche de Philemon était vraiment la maison la plus importante du canton pendant des années. Et c'est là que lui et Abigail ont accueilli les gouverneurs et de nombreux hommes d'affaires importants qui allaient façonner le Canada dans les années à venir. Encore une fois, Philemon nous donne une bonne description. En 1818, j'ai construit une grande maison d'habitation à environ 750 mètres des chutes sur une hauteur de terrain.
Dès que j'ai eu terminé, j'ai déménagé dans cette maison et j'ai placé un de mes fils dans celle que je venais de quitter pour qu'il s'occupe du magasin, etc. Cette maison avait 12 mètres carrés, 2 étages, 5 cheminées et une cuisine de 7 mètres et demi sur 15 mètres. Le tout au prix de 2000 livres. Il y a des hangars et une grange attenante à la même. Cette maison est entourée d'une belle clôture et le terrain est planté d'arbres d'ornement de différentes sortes. Ormes, peupliers anglais, érables à sucre et noyers cendrés, avec 3 jardins et une vaste pépinière de jeunes arbres fruitiers qui m'ont coûté 300 livres. La vue depuis son perron, surplombant le village et les chutes, devait être à couper le souffle. Nous allons y jeter un coup d'œil avant de poursuivre notre promenade. À cet endroit, sur le côté sud de la commune du village, se trouvent les 4 magasins qui servaient les habitants du village. Les 4 magasins, du plus proche au plus éloigné, étaient la chapellerie, le magasin de M. Anderson, la boulangerie et la tannerie, également connue sous le nom du magasin de harnais et de cordonnerie. L'intérieur de l'une des maisons en rondin nous est montré dans une peinture de Patty Jack, datant d'avant la grande incendie de Hull de 1900. Il s'agit probablement d'une des maisons en rondin construites par Philemon Wright lui-même. Comme vous avez pu le constater au cours de notre promenade, il y a un bâtiment qui domine la commune du village, et c'est ce beau et grand bâtiment en pierre avec le clocher ou la coupole au sommet. Il était généralement appelé le nouveau magasin par les Wright, mais d'autres ont écrit qu'il était plus que cela. Dans le célèbre tableau de Duvernay de 1823, il est appelé la Wright's Tavern. Philemon l'a également appelé Borough House dans son rapport. Josette Bouchette, arpenteur général du Bas-Canada, l'a appelé Meeting House et l'arpenteur Anthony Swalwell l'a appelé le Bureau. Par conséquent, nombreux sont ceux qui ont discuté de son utilité et malheureusement, les propres mots de Philemon dans son rapport ne nous éclairent guère, car tout ce qu'il a écrit est le suivant. En 1820, j'ai construit un bâtiment en pierre, disons 12 mètres par 12 mètres et demi et 7 mètres de haut avec des greniers. Les murs de pierre ont été taillés sur 3 côtés du bâtiment, ce qui m'a coûté environ 1000 livres. Je pense qu'étant donné sa taille et son emplacement important au centre de la commune, cela nous indique qu'il était tout ce que les autres ont dit qu'il était à différentes époques. Personnellement, j'ai pris l'habitude de l'appeler la taverne-magasin Wright. Néanmoins, dès sa construction, il a été le bâtiment le plus dominant visuellement dans la vallée pendant un demi-siècle, jusqu'à la construction du Parlement. Certains de ses murs et de ses fondations se trouvent encore dans les bâtiments IBAD numéro 3 et 5. Voici la commune du village. Philemon a grandi dans le Massachusetts et toutes les villes qu'il connaissait avaient une commune sur laquelle on trouvait presque invariablement le Meeting House, ce que Philemon appelait le Borough House, une taverne et généralement l'église. Le village de Philemon a été conçu de la même façon. Nous sommes à l'arrière de la taverne-magasin Wright pour jeter un coup d'œil au Hull Slide, le glissoir à cage construit juste un an auparavant par Philemon Wright & Sons. Ruggles avait repris l'idée des canaux à rondins simples de Scandinavie et les avait considérablement élargis pour permettre à une cage de pin équarrie entière de glisser et de contourner les chutes. Avant la construction du Hull Slide, les cages devaient souvent être démontées et envoyées dans le chenail à bois, pièce par pièce. Avant longtemps, 2 autres glissoirs plus sécuritaires ont été construits dans le secteur des chaudières et le Hull Slide est devenu moins occupé. On disait que 10 hommes par an se perdaient dans les descentes terrifiantes du Hull Slide. En regardant en amont, on peut voir des cages individuelles ainsi que des trains de bois flottant vers le glissoir. La scierie et la fonderie se trouvaient juste de l'autre côté du Hull Slide. Comme je l'ai dit plus tôt, les moulins et la forge ont été parmi les premières choses construites à Wrightstown
parce qu'ils étaient absolument essentiels pour s'en sortir dans cette région sauvage. Mais en 1808, ils ont tous brûlé. Philemon a presque abandonné pour retourner au Massachusetts, et si ce n'était pas pour ses fils Philemon Jr. et Tiberius, il l'aurait probablement fait. Ils ont rassemblé certains des associés et les ont reconstruits, plus grands et meilleurs en moins de 6 mois. Celles que vous voyez ici ont été construites en 1808. La fonderie est un énorme bâtiment en pierre de 3 étages, équipé de soufflets à commande hydraulique pour les 4 fours et d'un marteau à bascule pour la fabrication du ciment. La fonderie abritait également un moulin à grains qui était encore utilisé dans les années 1870. En très peu de temps, le village avait besoin d'un autre moulin à grains, et voici le deuxième. Celui-ci était équipé de 4 meules qui fonctionnaient grâce à l'eau qui était canalisée ici par le barrage et le canal construit par Philemon. Au dire de tout, il fonctionnait en permanence pour répondre aux besoins de tous les habitants de la région. Je pense que c'est la raison pourquoi laquelle il y avait une maison attachée au moulin, parce que le travail du meunier était un travail à plein temps avec beaucoup d'heures supplémentaires. Plus tôt, nous avons entendu la description élogieuse que John McTaggart a faite de l'arsenal que l'on voit ici, et dans laquelle il dit qu'il était rempli de poudre d'épée, de mousquets et de canons. Dès le début, le canton de Hull avait une milice qui enrôlait tous les hommes adultes. Et qu'est-ce qu'une milice sans arsenal et sans armes? L'arsenal contenait 3 canons de 3 lignes, dont l'un d'entre eux a été introduit à Bytown par Ruggles Wright, son neveu Andrew Lamy, qui est mon trisaïeul, et John Wright, le neveu de Philemon. Le canon n'a jamais été utilisé, mais son apparition à Bytown 2 jours après l'émeute du Stony Monday semble avoir eu l'effet d'escompter et avoir calmé les choses dans le village assez anarchique de Bytown. C'est peut-être ce qui a donné lieu à la célèbre expression d'apporter un pistolet à un combat à couteau. Beaucoup ont dit que Philemon n'avait jamais eu l'intention de construire un village ou une ville, qu'il était simplement intéressé par la création d'une communauté agricole. Et il y a une part de vérité là-dedans. Mais en 1830, Philemon avait créé un village prospère et bien approvisionné, et les 2 industries les plus importantes de l'ère industrielle du Canada, l'industrie du bois de la vallée de l'Outaouais et l'industrie du ciment. Une anecdote intéressante qui peut être ajoutée à cette histoire est que c'est justement en 1830 que le voyageur et historien Godfrey Ving a visité la vallée de l'Outaouais. Il rencontre Philemon Wright, a plusieurs conversations avec lui, trouve en lui un gentleman fascinant et écrit en 1830, 27 ans avant que le choix ne soit fait pour la capitale du Canada, que Philemon Wright prédit qu'un jour cette région sera la capitale du Canada. Cette promenade virtuelle a été créée à partir des informations contenues dans les cartes, tableaux, images et dossiers commerciaux de Wrightstown que tant de personnes ont créés dans le passé. Mais je ne peux pas m'attendre à ce que vous compreniez exactement où se trouve tout ce que vous avez vu ici. Voici donc un autre survol, cette fois-ci dans le monde d'aujourd'hui et qui devrait vous situer. Je veux aussi que vous imaginiez à quel point Philemon serait satisfait que sa prédiction se soit réalisée dans la plénitude des temps. Merci d'avoir regardé et j'espère que vous avez apprécié notre promenade.